J'ai sous le cou. Vous devenez mélancolique après avoir eu la bonté de me rassurer quant à la force de votre amour. Je vous vois soupirer, hélas, au milieu de ma joie. Est-ce durerait, dites-moi, de m'avoir fait heureux? Regrettez-vous? Non, Valère, je ne regrette pas ce que j'ai fait pour vous. Là, vous êtes vrai, je crains pas que vous aimez un peu plus que je le devrais. Et que pouvez-vous craindre, élisant les bontés que vous avez pour moi? Hélas, 100 choses à la fois, l'emportement d'un père, les reproches d'une famille et du monde, mais plus que tout, Valère, le changement de votre cœur. Je vous aime trop pour cela et mon amour pour vous durera autant que ma vie. Ah, Valère, tous les hommes sont semblables de paroles. Ce n'est que les actions qui les découvrent. Ne m'assassinez point. Donnez-moi le temps de vous convaincre parmi les mille preuves de l'honnêteté de mes fous. Mais pourquoi cette inquiétude? Je n'aurais rien à craindre si tout le monde vous voyait des yeux longs, je vous vois. Sans compter que je vois l'habitude pour me voir à vous répéter des rencontres domestiques de mon père. Tout cela fait chez moi sans doute un merveilleux effet, mais ce n'est peut-être pas assez pour le juste philosophe, et je ne suis pas sûre qu'on entre dans mes sentiments. Seul me guide ma passion pour vous. L'avarice de votre père, qui est connue de tous, ne saurait être un obstacle sur le chemin de notre amour. Car enfin, si je puis, comme je l'espère, retrouver mes parents, nous n'aurons pas beaucoup de peine à nous le rendre favorable. J'en attends des nouvelles avec impatience, et j'en irai chercher moi-même si elles tardent à venir. Ne bougez point d'ici, ne songez seulement de vous bien mettre dans l'esprit de mon frère. Vous voyez comme je m'y prends et quel personnage je joue tous les jours avec lui afin d'acquérir sa tendresse. J'ai fait des progrès admirables. Et que ne tâchez-vous aussi à gagner la fille de mon père? L'esprit du père et celui du fils sont les choses si opposées. Mais vous, de votre part, agissez auprès de votre frère et servez-vous de l'amitié qu'il y a entre vous deux pour le gagner à notre cause. Il vient, je me retire. Prenez ce temps pour lui parler, mais ne lui découvrez de notre affaire que ce que je vous jugerai utile. Je suis bien aise de vous trouver seule, ma sœur, et je brûle de vous parler pour m'ouvrir à vous d'un secret. Me voilà prête à vous entendre, mon frère. Qu'avez-vous à me dire? Bien des choses, ma sœur, enveloppées dans un mot. J'aime. Vous aimez? Oui, j'aime, mais avant que d'aller plus loin, je sais que je dépends d'un père et que mes noms de fils me soumettent à ses volontés, que nous ne devons point engager notre foi sans le consentement de ceux dont nous tenons le jour, que le ciel les a fait mettre nos neveux et qu'ils ont la sagesse pour eux, tandis que l'emportement de la jeunesse nous entraîne le plus souvent dans des précipices fâcheux. Je vous dis tout cela, ma sœur, afin que vous ne vous preniez point la peine de me le dire, car enfin mon amour ne veut rien écouter et je vous prie de ne point me faire de remontrance. Vous êtes engagé, mon frère, avec celle que vous aimez? Non, non, mais j'y suis résolue et je vous conjure encore une fois de ne pas apporter de raison pour m'en dissuader. Suis-je, mon frère, une si étrange personne? Non, ma sœur, mais vous n'aimez pas. Vous ignorez la douce violence qu'un tendre amour fait sur nos cœurs, et j'appréhende votre sagesse. Hélas, 100 choses à la fois, l'emportement d'un père. Hélas, mon frère. Hélas, mon frère, ne parlons pas de ma sagesse. Il n'est personne qui n'a moins du moins une fois en sa vie. Et si je vous ouvre mon cœur, peut-être serai-je à vos yeux bien moins sage que vous. Ah, plutôt ciel que votre âme, comme la mienne. Finissons auparavant votre affaire. Et dites-moi qui est celle que vous aimez. Une jeune personne qui loge depuis peu en ces quartiers et qui semble être faite pour donner de l'amour à tous ceux qui la voient. Elle se nomme Marianne et vit sous la conduite d'une jeune femme de mère qui est presque toujours malade. Elle la sert, la plaint et la console avec une tendresse qui vous toucherait l'âme. Ah, ma sœur, je voudrais que vous l'eussiez vu. J'en vois beaucoup, mon frère, dans les choses que vous me dites. Et pour y comprendre, il me suffit que vous l'aimiez. J'ai découvert qu'elles ne sont pas fort riches, alors figurez-vous, ma sœur, quelle joie c'est peut-être que de relever la fortune d'une personne que l'on aime, et concevez quel déplaisir ce m'est que de voir que par l'avarice d'un père je sois dans l'impuissance de goûter à cette joie et de faire éclater à cette belle aucun témoignage de mon amour. Je conçois assez, mon frère, quel doit être votre chagrin. Ah, ma sœur, il est plus grand qu'on ne peut croire, car enfin, que nous servira d'avoir du bien si nous ne vient que dans le temps, que nous ne serons plus dans le bel âge d'en goûter le plaisir, et si, pour nous
Tiermen, il faut maintenant emprunter de l'argent à des marchands sans scrupules pour avoir moyen de porter des habits raisonnables. Je fais chercher partout pour ce projet de l'argent à emprunter. Et si vos affaires, ma sœur, sont semblables aux miennes et qu'il faille que notre père se pose à nos désirs, nous le quitterons, là, tous deux, et nous affranchirons de cette tyrannie qui nous tient depuis si longtemps son avarice insupportable. Il est vrai que tous les jours, il nous donne sujet de regretter la mort de notre mère. Et que... J'entends sa voix. Éloignons-nous pour achever notre confidence. Nous nous joindrons après nos forces pour attaquer la dureté de son humeur. Hors d'ici tout de suite et qu'on ne réplique pas. Que l'on détale de chez moi. Maître juré filou, vrai gibier de Bedan. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi méchant que ce maudit vieillard. Tu murmures entre tes dents. Pourquoi me chassez-vous? C'est bien à toi, Pandard, à me demander des raisons. Sors vite que je ne t'assomme. Qu'est-ce que je vous ai fait? Tu m'as fait que je veux que tu sors. Mon maître, votre fils m'a donné ordre de l'attendre. Va-t'en l'attendre dans la rue et ne sois point dans ma maison, planté tout droit comme un piquet à observer ce qui se passe. Je ne veux point avoir sans cesse un espion de mes affaires. Un traître dont les yeux maudits assiègent toutes mes actions. Dévore ce que je possède et furette de tous côtés pour voir s'il n'y a rien à voler. Comment diantre voulez-vous qu'on fasse pour vous voler? Êtes-vous un homme volable et que vous faites sentinelle jour et nuit? Je veux renfermer ce que bon me semblait faire sentinelle comme il me plaît. Ne serais-tu point homme à les faire courir le bruit que j'en ai? Chez moi de l'argent caché? Vous avez de l'argent caché? Non, coquin, je ne dis pas cela. J'enrage. Je me demande si malicieusement tu n'irais pas faire courir le bruit que j'en ai. Et que nous apporte? Que vous n'en ayez ou que vous n'en ayez pas. Si c'est pour nous la même chose. Tu fais le raisonneur, sors d'ici encore une fois. Eh bien, je sors. Ne m'emportes-tu rien? Que vous apporterai-je? Montre-moi tes mains. Les voilà. Les autres. Les autres? Oui, les autres. Les voilà. La peste soit de l'avarice et des avaricieux. Comment? Que dis-tu? Ce que je dis, Qu'est-ce que tu dis d'avarice et d'avaricieux? je dis que la peste soit de l'avarice et des avaricieux. Et qui sont-ils ces avaricieux? Des vilains et des ladres. Mais qui est-ce que tu entends par là? Vous croyez que je parle de vous? Je crois ce que je crois, mais je veux que tu me dises à qui tu parles quand tu dis cela. Je parle à mon bonnet. Et moi je pourrais bien te battre si tu ne te tais point. Allons, rends-le-moi sans te fouiller. Quoi? Ce que tu m'as pris. Je ne vous ai rien pris du tout. Assurément. Assurément. Adieu, va-t'en à tous les diables. Me voilà fort bien chassé. Je ne supporte plus de voir cette crapule-là. Certes, ce n'est pas une petite peine que de garder chez soi une grande somme d'argent. Il nous consomme juste ce qu'il faut pour sa dépense. Mais je me demande si j'ai bien fait d'enterrer 10 000 écus comme me rendit hier. 10 000 écus en or chez soi est une somme assez... Oh, ciel, je me serais trahi moi-même. La chaleur m'aura emporté et je crois que j'ai parlé en raisonnant tout seul. Qu'est-ce? Rien, père. Y a-t-il longtemps que vous êtes là? Nous venons que d'arriver. Avez-vous entendu? Quoi, mon père? Là, Quoi? ce que je viens de dire. Non. Je vois bien que vous avez entendu quelques mots. C'est que je m'entretenais de la peine qu'il y a aujourd'hui de l'argent et je disais qu'il est fort heureux qu'il peut avoir 10 000 écus chez soi. Vouliez-vous me dérober mon bel argent? Ne vous mettez pas en colère, mon père. Et comment vous dérober? Que sais-je, trouvez-vous donc l'argent qui vous habite? Moi, mon père, c'est que je joue. Et comme je suis fort heureux, je mets sur moi tout l'argent que je gagne. Mais je veux que tu me dises à quoi te servent tous ces rubans que tu voles à larder des pieds jusqu'à la tête. Laissons cela et parlons d'autres affaires. Je crois qu'ils se font signe de me dérober ma bourse. Que veulent dire ces gestes-là? Nous marchons donc, mon frère et moi. Et nous avons tous deux quelque chose à vous dire. Et moi aussi j'ai quelque chose à vous dire à tous deux. C'est de mariage, mon père, que nous désirons vous parler. Et c'est de mariage aussi que je veux vous entretenir. Avez-vous vu mon fils? Une jeune personne qui n'habite pas loin d'ici et qui se prénomme Marianne? Oui, mon père. Et vous? J'en ai entendu parler. Comment mon fils trouvez-vous cette fille? Une fort charmante personne. Sa physionomie? Toute honnête et pleine d'esprit. Son air et sa manière? Admirable et sans doute. Ne croyez-vous pas qu'une fille comme cela mériterait qu'on songe à elle? Oui, mon père. Que ce serait un mari souhaitable? Très souhaitable. Et qu'un mari aurait satisfaction avec elle? Assurément. Mais mon fils, il a une petite difficulté.
C'est que j'ai peur, mais pas pu me dire que je pourrais prétendre avec elle. Ah, mon père, le bien n'est pas considérable lorsqu'il est question d'épouser une honnête personne. Ah, me voilà rassurée, car je suis bien décidée à l'épouser. Si bien entendu, elle a réellement de la fortune. Vous êtes-vous résolu, dites-vous? D'épouser Marianne. Qui? Vous? Oui, moi. Moi? Il m'a pris tout à coup un éblouissement. Je me retire d'ici. Allez donc boire dans la cuisine un grand verre d'eau claire. En voilà qui n'a pas plus de vigueur qu'une fille. Voilà ma fille ce que j'ai résolu. Quant à ton frère, je le destine une certaine veuve dont ce matin on est venu me parler. Et pour vous, je vous donne au seigneur Anselme. Oh, Seigneur Anselme! Oui, un homme mûr, prudent et sage qui n'a pas plus de 50 ans et dont on dit qu'il est fort riche. Je ne veux point me marier, mon père, s'il vous plaît. Et moi, ma petite fille Manie, je veux que vous vous mariez, s'il vous plaît. Je vous demande pardon, mon père. Je vous demande pardon, ma fille. J'ai le plus grand respect pour le Seigneur Anselme, mais avec votre permission, je ne l'épouserai point. J'ai le plus grand respect pour vous, ma fille. Avec votre permission, vous l'épouserez dès ce soir. Dès ce soir, Dès ce soir. cela ne sera pas, mon père. Cela sera, ma fille. Non! Si. Non, vous dites! Si vous dites. Je me tire plutôt que d'épouser un tel mari! Tu ne te tueras point et tu l'épouseras. N'a-t-on jamais vu une fille parler de la sorte à son père? N'a-t-on jamais vu un père marier sa fille de la sorte? N'a-t-on jamais vu une fille se comporter de la sorte? Les enfants sont bien ingrats et égoïstes et ne pensent qu'à me dérober mon argent. Ah non. Ah, traître que tu es! Qui t'es-tu donc allé fourrer? Ne t'avais-je pas donné ordre? Oui, monsieur, je m'étais rendu ici pour vous apprendre de me perdre. Mais monsieur, votre père, le plus mal gracieux des hommes, m'a chassé dehors malgré moi, et j'ai couru le risque d'être battu. Bon, comment va notre père? Les choses pressent plus que jamais. Et depuis que je ne t'ai vu, j'ai découvert que mon père veut épouser Marianne. Votre père amoureux? Oui, et j'ai eu toutes les peines du monde à lui cacher le trouble de cette nouvelle mamie. Quelle réponse a-t-on faite? Ma foi, monsieur, ceux qui empruntent sont bien malheureux, et il faut accepter d'étranges choses lorsqu'on est réduit à passer comme vous par les mains des usuriers. L'affaire nous sépara de point. Pardonnez-moi, notre maître Simon assure que votre seule physionomie lui a gagné le cœur. J'aurai les 15 000 francs que je demande. Oui, mais à quelques petites conditions qu'il faudra accepter si vous avez espoir que les choses se passent. As-tu pu parler à celui qui doit prêter l'argent? Ah, il n'en va pas ainsi. Il apporte encore plus de soin à se cacher que vous. On ne veut pas du tout dire son nom et on doit l'informer de qui vous êtes dès aujourd'hui. Et je suis sûre que le seul nom de votre père rendra les choses plus faciles. Parle alors. Voici quelques petites conditions qu'il a dictées lui-même. Que l'emprunteur soit marié avec une famille où l'argent soit abondant, clair et net, de tout embarras. Un notaire en fera la liste détaillée. Il n'y a rien à dire à cela. Le prêteur n'a pas chez lui la somme dont il est question, mais il est contraint lui-même de l'emprunter d'un autre. Il conviendra que les 10 premiers emprunteurs payent cet intérêt. Comment diable quel avare cet homme-là! Il est vrai, c'est ce que j'ai dit. Il y a encore quelque chose? Cela est bien suffisant, mais à vous dire vrai, il est tellement avare qu'il me donne des tentations de le voler. Et je croirais en le volant faire une bonne action. Mais j'entends quelqu'un qui arrive. Il semble bien. Cachons-nous. Et voilà, c'est encore ce pauvre Lamerluche qui doit tout ranger. Oui, monsieur, c'est un jeune homme qui a besoin d'argent. C'est la Reste d'en trouver. Il en acceptera toutes vos conditions. Et êtes-vous sûr, maître Simon, qu'il ne paierait ce qu'elle perd de mon argent? Et savez-vous les noms, les biens et la famille de celui pour qui vous parlez? Non, je suis dernière vous en informer. Et c'est de qui par hasard que l'on m'a adressé à lui. Mais son homme m'a assuré qu'il vous serait content qu'on le connaîtrait. Que ce qui vous serait vous dire. C'est que sa famille est fort riche, qui n'a plus de mère déjà. Et qu'il s'engage, si vous voulez, que son père mourra avant qu'il soit lui mort. Que veut dire ceci, notre maître Simon qui parle à votre père? Lui aurait-on appris qui je suis? Ah, mais voici notre homme. Comment? Monsieur est la personne qui veut vous emprunter les 15 000 livres dont je vous ai parlé. C'est toi, Pendard, qui t'aventure dans ces coupables affaires? C'est vous, mon père, qui vous portez à ces honteuses actions? N'as-tu pas honte, dis-moi, de te précipiter dans des affaires effroyables et de faire une honteuse dépense avec l'argent que tes parents t'ont amassé avec tant de sueur? Ne
sacrifier gloire et réputation au désir insatiable d'entasser écu sur écu. Autour de mes yeux, coquin, autour de mes yeux. Qui est le plus criminel à votre avis? Ou celui qui emprunte un argent dont il a besoin? Ou celui qui vole un argent dont il n'a que faire? Retire-toi, te dis-je, et ne m'échauffe pas les oreilles. Il faut plus que jamais le tenir à l'œil. Vous pouvez disposer mon livre. Monsieur, comme je suis ravie de vous trouver. Halte là, Frosine, je vais revenir vous parler, mais avant cela, j'ai une affaire urgente. Il est temps que je fasse une petite visite à mon argent. Allons, Frosine. Allons. Allez donc en cuisine, vous faire cuire un œuf. Vous prenez maître Jacques. Allez, allez, du balai. Quelle drôle de façon de recevoir les gens. Me faire chasser en cuisine comme une... Mais c'est toi, ma pauvre la flèche. D'où vient cette rencontre? Ah, c'est toi, Frosine. Que viens-tu faire ici? Ce que je fais partout ailleurs, montre maître d'affaires, me rend serviable aux gens et profiter du mieux qu'il m'est possible d'un petit talent que je puisse avoir. Tu sais que dans ce monde, il faut vivre d'adresse et qu'aux personnes comme moi, le ciel n'a donné que d'autres moyens que l'intelligence. As-tu quelques négoces avec le patron du logis? Oui, je tape pour lui quelques petites affaires dont j'espère une récompense. De lui? Ah, ma foi, tu en seras bien maligne si tu en tires quelque chose. Et je te donne l'avis qu'ici, l'argent est fort cher. Il y a certains services qui rapportent merveilleusement. Vous ne connaissez pas encore le Seigneur Harpagon. Le Seigneur Harpagon est de tous les humains, l'humain le moins humain. Donner est un mot qui lui fait tant horreur qu'il ne dit jamais je vous donne, mais je vous prête le bonjour. Ah mon Dieu, je sais l'art de déposséder les hommes, j'ai le secret de m'ouvrir leur tendresse, de chatouiller leur cœur, de trouver les endroits par où ils sont sensibles. Je te défie d'attendrir du côté de l'argent l'homme dont il est question. Donner de l'argent lui arrache les entrailles. Mais il revient, je me retire. Tout va comme il faut. Eh bien, qu'est-ce, Frosine? Mon Dieu, vous avez là un vrai visage de santé. Qui, moi? Jamais je vous vis un ainsi près ici, vieillard. Tout de bon. Comment vous n'avez de votre vie été si jeune et que vous êtes... Et je vois des gens de 25 ans qui sont plus vieux que vous. Tant mieux. Et comment va notre affaire? Vous savez bien que j'ai pour les mariages un talent merveilleux. J'ai dit à la mère le projet de mariage que vous avez imaginé pour Marianne. Quelle réponse a-t-elle faite? Elle a reçu la proposition avec joie. Et quand je lui ai dit que vous vouliez que sa fille assistât ce soir à la signature du contrat de mariage, elle y en a consenti sans peine et me l'a confié pour cela. Mais Frosine, c'est que je suis obligée de donner ce soir un souper au Seigneur Anselme. Et j'aimerais bien qu'on soit du régal. Eh bien, elle... Vous avez raison. Vous avez raison, elle doit après dîner rendre visite à votre fille en vue d'aller à la foire pour ensuite venir au souper. Elles iront dans mon carrosse que je leur prêterai. Mais lui as-tu dit qu'elle fallait qu'elle fit quelques efforts pour une occasion comme celle-ci, qu'elle se saignât, car n'épouse que toi une fille sans qu'elle apporte quelque chose de la corbeille de mariage. Comment? C'est une fille qui vous apportera 12 000 livres de rente. 12 000 livres de rente? Puis, premièrement, elle a été nourrie et élevée dans l'habitude de peu manger. Elle a une aversion horrible. Elle n'aime point les super habits, ni les riches bijoux, ni les meubles somptueux. De plus, elle a une aversion horrible pour le jeu. Ne voyons-ils pas par année vos 12 000 francs bien comptés? Il faudra voir cela. Mais dis-moi un peu, Marie. Il y a encore une chose qui m'inquiète. La fille est jeune et j'ai peur qu'elle ne s'intéresse pas à un homme de mon âge. Ah, que vous la connaissez mal. Elle a une aversion épouvantable pour les jeunes gens. Elle n'a que de l'amour pour les beaux vieillards. Elle? Oui, elle n'est point plus ravie de voir un vieillard avec une barbe majestueuse. Et surtout, elle est pour les nez qui portent des lunettes.
Dis-moi un peu, Marianne ne m'a-t-elle point encore vue? Non, mais nous nous sommes fort entretenus de vous. Je lui ai fait un portrait de votre personne et je n'ai pas manqué de lui vanter votre mérite d'avoir un mari comme vous. Tu as bien fait et je t'en remercie. J'aurais, monsieur, une petite prière à vous faire. J'ai approché que je suis sur le point de perdre faute d'un peu d'argent. Et vous pourriez facilement me procurer le gain de ce procès si vous aviez quelque bonté pour moi. Vous ne sauriez croire le plaisir qu'elle aura de vous voir. Ah, que vous lui plairiez. Certes, tu me ravis de me dire cela. En vérité, monsieur, si je le perds, je suis ruinée. Quelques petites assistances me rétabliraient mes affaires. Je voudrais que vous eussiez vu le ravissement où elle était à m'entendre parler de vous, la joie éclatée dans ses yeux en récit de vos qualités. Tant mieux, Rosine. Tu m'as fait un grand plaisir, Rosine, et je t'en remercie. Mais voilà qu'on m'appelle. Jusqu'à tantôt. Tu as fief de chauve chien de vilain à tous les diables. La VAR a été ferme à toutes mes attaques, mais il ne faut pas baisser les bras. J'ai de l'autre côté espoir en tirer bonne récompense. Dame Claude. Qu'est-il? Écoutez. Sans rire. Que veut dire cela? Comme vous voilà bâti. Comment donc? Ah mon Dieu! Quelle fripane est cela? Tu te moques de moi. Nenni, monsieur, j'en serais bien fâchée. Je te baillerai sur le nez si tu ris davantage. Mais si je ne puis pas m'en empêcher. Mais quelle insolence! Vous êtes si plaisant que je ne saurais me tenir de rire. Je vous prie de m'excuser. Tiens, si tu ris encore le mois du monde, je te jure que je t'appliquerai sur la joue le plus gros soufflet qui ne soit jamais donné. Voilà qui est fait, je ne rirai plus. Prends-y bien garde au moins. Il faut que pour tantôt tu nettoies. Que tu nettoies la salle et. Il faut dire que pour tantôt tu nettoies la salle et. Encore! Tenez, monsieur, battez-moi et plutôt me laissez rire tout mon saoul. Cela ne me ferait plus de bien. J'enrage! De grâce, monsieur, je vous prie de me laisser rire. Si je te prends. Monsieur, je crèverai si je ne ris. Mais n'a-t-on jamais vu une bambarde comme celle-là qui vient me rire insolemment au nez au but de recevoir mes ordres? Que voulez-vous que je fasse, monsieur? Que tu songes, coquine, à préparer la maison pour la compagnie qui doit venir tantôt. À part ma foi, je n'ai plus envie de rire. Et toutes vos compagnies font tant de désordre séant que ce mot est assez pour me mettre en mauvaise humeur. Dois-je croire fermer la porte à tout le monde pour toi? Vous devrez au moins la fermer à certaines gens. Allons, venez là tous, que je vous distribue mes ordres pour tantôt et règle à chacun son emploi. Tiens, commençons par vous, Dame Claude. Vous voilà les armes à la main. Vous veillerez pour le souper à nettoyer les meubles, mais ne les frottez pas trop fort, de peur de les user. Avec quoi le nettoierai-je? Il est tellement avare que je n'ai pas même un chiffon et que mon tablier me sert à épousseter. Outre cela, je vous nomme pour le souper responsable des bouteilles. Mais s'il vous en viendrait que vous en cassiez une, vous le payerez sur votre salaire. Bien, monsieur. Vous, Brandavoine et vous, la Maluche, vous serez de la charge de rincer les verres et d'apporter de l'eau. Mais seulement lorsqu'on aura faim. Attendez qu'on vous en demande plus d'une fois et n'oubliez pas de porter toujours beaucoup d'eau. Quels sont les vêtements de palefrenier, monsieur? Oui, quand vous verrez les invités à arriver, et gardez bien d'abîmer vos habits. Vous savez bien, monsieur, que devant de mon pourquoi un couvert d'une grande tasse de l'huile dans la lampe. Et moi, monsieur, que mon pantalon est troué par le derrière et que non, je vais bientôt les fesses. Cachez cela droitement du côté de l'amiral et présentez toujours le devant au monde. Quant à vous, tenez toujours votre chapeau ainsi lorsque vous desservez. Quant à vous, ma fille, vous aurez l'œil sur ce que l'on desservait. Et apprêtez-vous à bien recevoir ma maîtresse qui doit venir nous visiter. Entendez-vous ce que je vous dis, ma fille? Oui, mon père. Et vous, mon fils, vous
damoiseau à qui il a bonté de pardonner l'histoire de tantôt, ne lui avisez pas de lui faire mauvais visage. Moi, mon père, mauvais visage. Et pour quelle raison? Nous savons bien ce que pensent les fils dont les pères sont maris et dont ils ont coutume de voir ce qu'on appelle belle-mère. À vous dire le vrai, mon père, je ne puis point vous promettre d'être bien heureux qu'elle devienne ma belle-mère. Je vous mentirais si je vous le disais. Mais pour ce qui est de la bien recevoir et de lui faire bon visage, je vous promets de vous obéir ponctuellement sur ce chapitre. Pensez bien, garde-moi. Vous verrez que vous n'aurez pas sujet de vous en plaindre. Ah, maître Jacques, je vous ai gardé pour le dernier. Est-ce votre cocher, monsieur, ou bien votre cuisinier dont vous nous parlez? J'en suis l'un et l'autre. À tous deux. Mais à qui de deux le premier? Au cuisinier. D'accord, attendez-moi, s'il vous plaît. Quel cérémonie est celui-là? Vous n'avez qu'à parler. Je me suis engagé, maître Jacques, à donner ce soir à souper. Grand merveille. Dis-moi un peu, nous feras-tu bonne chère? Oui, si vous me donnez bien de l'argent. Oh, de l'argent. Il semble qu'il n'y ait autre chose à dire que de l'argent. De l'argent, et encore de l'argent. Je n'ai jamais vu de réponse plus impertinente que celle-là. Voilà une belle merveille que de faire bonne chère avec bien de l'argent. Mais pour agir en habile homme, il faut savoir de faire bonne chère avec peu d'argent. Bonne chère avec peu d'argent. Oui, Par ma foi, monsieur Antonin, vous nous obligez à nous faire un secret et de prendre mon office de cuisinier. Mêlez-vous point sur notre chevalier. Mais taisez-vous. Qu'est-ce qu'il nous faudra? Voilà, monsieur, votre enseignement qui vous fera bonne chère pour peu d'argent. Toc, toc, toc. Combien serez-vous de gens à table? Nous serons 8 ou 10, mais quand il y a à manger pour 8, il y en a bien pour 10. cela s'entend. Eh bien, il nous faudra 4 potages, 5 assiettes, potage, entrée, Oh, traître. Tu manges tout mon bien. rôti, Que diable. Mais voilà pour traiter toute une ville entière. entremets. Encore. Est-ce que vous avez envie de faire crever tout le monde? Et monsieur, a-t-il invité des gens pour les assassiner à force de mangeaille? Mais il a raison. Apprenez, maître Jacques, qu'il faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger. Oh, que cela est bien dit. C'est la plus belle phrase que j'ai entendue de ma vie. Il faut vivre pour manger et non pas... Comment dis-tu? Qu'il faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger. Tu as entendu cela? Et qui est le grand homme qui a écrit cela? Je ne me souviens pas maintenant de son nom. Mais pour votre souper, vous n'avez qu'à me laisser faire. Je réglerai tout cela comme il faut. Fais donc. Tant mieux. Généralement, Il faudra de ces choses qui sont peu chères et qui nous rassasient bien l'estomac. Des bons haricots bien gras avec du bon pâté en croûte bien garni de marron. Reposez-vous sur moi, monsieur. monsieur, je ne saurais supporter votre longueur. Et je sais que tout ce qui est perpétuel sur le pain, le vin, le bois, le sel et la chandelle ne serait que tributaire. J'enrage cela, car je suis fâchée tous les jours pour entendre ce que vous dites, et car enfin, je ne sens que de la tendresse pour vous, et afin mes chevaux, vous êtes la personne que j'aime le plus. Pourrais-je savoir de vous, maître Jacques, ce que l'on dit de moi? Oui, oui, si j'étais assurée que cela ne vous fâcherait pas. Non, pas du tout. Si, monsieur, je suis sûre que je vous mettrai dans le Non, au contraire. Monsieur, puisque vous le voulez, je vous dis franchement que c'est notre partenaire. Bonjour, de tous côtés, sans me gré à votre sujet. Celui-là raconte qu'un jour vous fîtes assigner le chef de votre voisin pour vous avoir fait manger un reste de gigot de mouton. Celui-là raconte qu'un jour on vous surprit une nuit en dérobant la voix de vos propres chevaux et que votre cocher, qui était celui d'avant moi, vous donna dans l'obscurité je ne sais combien de coups de bâton dont vous ne voulûtes rien dire. Enfin, vous voulez que je vous dise, vous êtes la risée de tout le monde. On ne parle de vous que sous le nom d'opâtre, de tâtre, de vilain et de fesmatis. Vous êtes un sot, un maraud et un impudent. Eh bien, n'avais-je pas deviné? Je vous avais pourtant bien dit que je vous fâcherais. Alors apprenez donc à parler. À ce que je vais voir, maître Jacques, on paye mal votre franchise. Morbleu, monsieur le névrosé qui fait l'homme d'importance, ce n'est pas votre affaire. Riez de vos coups de bâton que lorsqu'on vous en donnera et ne venez point rire des miens. Ah, monsieur maître Jacques, ne vous fâchez pas, je vous prie. Il n'y a point de monsieur maître Jacques pour un coquin tel que vous, et si je prends un bâton, je vous battrai pour de bon. Vous me battrez, dites-vous? Je le disais en plaisantant. Et moi, je ne prends point goût à votre plaisanterie. Apprenez que vous êtes un mauvais plaisantin. Est-ce le choix de la sincérité? C'est un mot politique. Désormais, j'y renonce et je ne plus rien. Passe encore pour mon maître et avec les raisons de me battre. Monsieur maintenant, je m'en vengerai si je puis.
si votre maître est au logis. Je ne le sais que trop. Dites-lui, je vous prie, que nous sommes ici. Que la peste vous a pris en seul pendant une conspiration. Oui, madame, bien sûr, madame, avec plaisir, madame. Non. Ah, que je suis Frosine dans un étrange état. Et s'il faut dire ce que je sens, que j'appréhende de le voir. Mais pourquoi quelle est votre inquiétude? Hélas, me le demandez-vous? Ne voyez-vous pas à quel point l'inquiétude me gagne? Je sais bien qu'Arpagon n'est pas celui que vous voudriez embrasser, et je vois à votre mine que le jeune Bondin que vous m'avez parlé vous revient un peu dans l'esprit. Oui, c'est une chose, Frosine, dont je ne veux pas me défendre. Les visites respectueuses qu'il a rendues chez nous ont fait, je vous l'avoue, quelques effets dans mon âme. Mais avez-vous su au moins son nom? Non, je ne sais point qui il est. Mais je sais qu'il a un visage à se faire aimer, et que si l'on pouvait me laisser le choix, je le prendrais plutôt que l'effroyable coup que l'on veut me donner. Mon Dieu, tous ces jeunes bondins sont agréables, mais la plupart sont pauvres comme des rats. Et il faut mieux pour vous de prendre un vieux mari qui croyez-moi, à sa mort, vous permettra d'en prendre un plus jeune. Mon Dieu, Rosine, c'est une étrange affaire lorsque pour être heureuse, il faut souhaiter ou attendre la mort de quelqu'un. Vous moquez-vous, vous ne les posez qu'aux conditions de vous laisser veuve bientôt. Il serait bien impertinent de ne pas mourir dans 3 mois. Le voici en personne. Ne vous en pensez point, ma belle. Je viens à vous avec des lunettes, car c'est avec des lunettes qu'on observe les astres. Et vous êtes le plus bel astre qu'il y a dans la famille des astres. Rosine, elle nous témoigne pas. Ce me semble aucune joie de me voir. C'est qu'elle a encore tous ses prises. Et puis les filles ont toujours honte à témoigner ce qu'elles ont dans l'âme. Tu as raison. Voilà, belle mignonne, ma fille qui vient vous saluer. Oh, quel homme déplaisant! Que dit la belle? Qu'elle vous trouve admirable! Quel animal! Je vous remercie de ces bons sentiments. Je n'y puis plus tenir. Voici mon fils qui vient vous faire la révérence. Ah, Frosine, quelle rencontre! C'est justement celui dont je t'ai parlé. L'aventure est merveilleuse. Madame, à vous dire le vrai, c'est une rencontre à laquelle je ne m'attendais pas. Et mon père ne m'a pas peu surpris lorsqu'il m'a dit tantôt le projet de vous épouser. Je puis dire la même chose. C'est une rencontre imprévue qui m'a surprise tout autant que vous. Et je ne m'étais point préparée à une telle situation. Il est vrai que mon père, madame, ne peut pas faire un plus beau choix. Et si c'est une joie que de vous voir, je ne puis me réjouir que vous puissiez devenir ma belle-mère. Voilà un compliment bien impertinent. Et moi, pour vous répondre, sachez que si vous auriez du déplaisir à me voir votre belle-mère, je n'aurais sans doute pas moins à vous voir mon beau-fils. Elle a raison. À son compliment, il faut une réponse de moi. Je vous demande pardon de l'impertinence de mon fils. C'est un jeune sot qui ne sait pas encore les conséquences des paroles qu'il dit. Je vous promets que ce qu'il m'a dit ne m'a point du tout offensé. Au contraire, il m'a fait plaisir de m'expliquer ainsi ses véritables sentiments. C'est bon de vouloir ainsi excuser ses fautes. Mais le temps le rendra plus sage et vous verrez qu'il changera de sentiment. Non, mon père, je ne suis point capable d'en changer. Je ferai instamment madame de mon croire. Vous voyez quelle insolence, il continue encore plus fort. Voulez-vous que je trahisse mon cœur? N'avez-vous pas envie de changer de discours? Eh bien, puisque vous voulez que je parle d'autre façon, souffrez, madame, que je me mette ici à la place de mon père et que je vous avoue que je n'ai jamais rien vu dans le monde de si charmant que vous. Que le titre de votre époux est une gloire, une félicité, que je préférerais aux destinées des plus grands princes de la terre. Doucement, mon fils, s'il vous plaît. C'est un compliment que je vais pour vous à madame. Mon Dieu, j'ai une langue pour m'expliquer moi-même et je n'ai pas besoin d'un perroquet tel que vous. N'avez-vous jamais vu, madame, un diamant plus vif que celui que vous voyez que mon père a au doigt? Il est vrai qu'il brille beaucoup. Il faut que vous le voyiez de plus près. Il est fort, beau sans doute, et jette quantité de feu. Gardez-le, madame, il est dans de trop belles mains. C'est à présent que mon père vous apprête. Moi? Je ne veux point. Comment? Vous moquez-vous, il s'en voudrait de reprendre. J'enrage. Ce serait... Non, vous dis-je, c'est l'offenser. Ah, traître. Vous voyez qu'il se désespère. Bourreau que tu es. Mon père, ce n'est pas ma faute, je fais ce que je puis pour l'obliger à la garder, mais elle est obstinée. Le coquin. De grâce, madame, ne résistez point davantage. Mon Dieu, que de façon gardez la bague puisque monsieur le veut. Pour ne pas vous mettre en colère, je la garde maintenant, et je prendrai un autre temps pour vous la rendre.
Monsieur, il y a un homme qui veut vous parler. Dites-lui que je suis occupée et qu'il revienne une autre fois. Il dit qu'il vous apporte de l'argent. Je m'en vais revenir. Ah, le suivant. Qu'est-ce mon père? Vous avez fait mal? Le traître, il a reçu de l'argent de mes débiteurs pour me faire rompre le cou. Monsieur, je vous ai accouru vite. Tu viens de faire ici, bourreau. Vous dire que vos chevaux sont défalés. N'ont-ils pas été menés il n'y a pas chez le maréchal Ferrand? Ah, il y a un an. Ils sont donc nets. Alors, venez avant que je ne vous assomme. Je l'ai pas pris. Ah, monsieur, que je vous trouve à propos. Suivez-moi vite. Qu'y a-t-il? Suivez-moi, vous dis-je, nous sommes bien. Comment? J'ai travaillé sur ceci tous les jours. Qu'est-ce que c'est? Le trésor de votre père que j'ai attrapé. Comment as-tu fait? Je vous expliquerai tout, mais j'entends quelqu'un qui arrive. Au voleur! Au voleur! À l'assassin! Au meurtrier! Justice! Juste ciel! Je suis perdu! Je suis assassiné! On m'a coupé la gorge! On m'a dérobé mon argent! Qui cela peut-il être? Que ferais-je pour le trouver? Pour courir? Ou ne pas courir? N'est-il pas ici? N'est-il pas là? Qu'est-ce? Arrête! Ah! C'est moi! Mon esprit est troublé. Et j'ignore où je suis. Qui je suis? Je vais aller quérir la justice et faire poser la question à tout le monde. À Valère, à Valé, à fils, à fille, et à moi aussi. Allons, vite, des commissaires, des bourreaux, des potences et des juges. Je veux faire pendre tout le monde. Et si je ne retrouve pas mon argent, je le pendrai moi-même après. Bramavoine, la merluche. Oh, mon bon maître Simon. Ah, monsieur, qu'avez-vous? Pourquoi j'ai entendu douleur et inquiétude dans votre voix? Allez, je vous prie quérir le commissaire. On m'a volé ma cassette. J'y cours, monsieur, j'y vole. J'y vais de ce pas. En quoi pouvons-nous vous servir, monsieur? Et de quoi serez-vous coupable, monsieur? Vous avez en effet de bonnes têtes de coupables. Rendez-moi sur le champ ce que vous m'avez volé. Vous avez été volé, monsieur? Oui, par vous, Panda. Et que vous avez volé, monsieur? Ne jouez pas les innocents. Nous ne jouons pas, monsieur. Nous sommes en effet peu joueurs lorsqu'il s'agit de accuser de vol. Mais vous nous arrachez le cœur en pensant que nous puissions même penser à vous voler. Mais il y a bien un voleur, puisqu'on m'a volé. Nous ne sommes pas celui-là. Qui diable m'a ainsi rendu à la misère? Qui m'a dérobé mon argent? Oh, je sens que la vie m'a abandonné. Allons, monsieur, prenez-vous. Me reprendre? Mais tout m'a été pris. Monsieur, vous pouvez compter. Monsieur, nous sommes là, vous pouvez compter sur nous. Compter? Que voulez-vous que je compte désormais? Je n'ai plus rien à compter. Il vous reste sûrement encore quelques biens. Non, rien, il ne me reste plus rien. Je vais être obligée de vendre mes chevaux puisqu'il me faudra manger un fourrage. Et maître Jacques en ferait peut-être. Le manger? Oui, le manger, mes enfants, et Dame Claude, il faudra. Bien sûr, monsieur, nous nous occupons de vos enfants et nous contribuons au sein de la charité. Venez, monsieur, vous pouvez être rassuré. Nous allons veiller sur vous. Laissez-moi faire, je sais mon métier. Dieu merci, ce n'est pas aujourd'hui que je me mets de découvrir des vols. Et je voudrais avoir autant de sacs de 1000 francs que j'ai fait pendre 2 personnes. Que disent-vous qu'il y avait dans cette cassette? 10 000 écus. 10 000 écus. 10 000 écus. Le vol est considérable. Il n'y a point de supplice assez grand pour l'énormité de ce crime. Qui vous prenez-vous de ce vol? Tout le monde. Et je vous arrêter la ville et les faubourgs. Il faut, si vous m'en croyez, n'effrayez personne et tâchez doucement de trouver quelque preuve. Je m'en vais revenir. Qu'on me l'égorge sous à l'heure, qu'on me fasse griller les pieds, qu'on me le mette dans l'eau bouillante et qu'on me le pende au plancher. Qui? Celui qui m'a dérobé? Non, monsieur, j'ai pas d'un cochon de lait que votre cher intendant va m'envoyer. Les jours vous l'accommoder à ma fantaisie. Monsieur est de votre cité? Il faut ici, mon cher ami, ne rien cacher à votre sommeil.
La fois, monsieur, je lui montrerai tout ce que je sais faire, qu'on me supplierait de lui qu'il me sera possible. Ce n'est pas là l'affaire. Si je ne fais pas aussi bonne chère que je voudrais, c'est la faute de monsieur votre cher Antonin qui a relié les ailes avec les ciseaux de son économie. Il s'agit d'autre chose que de souper. On vous a pris de l'argent? Oui, et je m'en vais te pendre si tu ne me le rends. Voici, justement, Mon Dieu. Mon Dieu, ne me m'accusez pas, je vois le sermon qui m'étonne pas. Oui, mon ami, si vous me confessez la chose, il ne vous sera fait aucun mal et vous serez récompensé comme il le faut par votre maître. voici justement ce qu'il nous faut pour venger notre cher Antonin. Depuis qu'il est ici, il est favori. On ne fait que ses conseils et j'ai aussi sur le cœur des coups de bâton de tantôt. Qu'as-tu à ruminer? Monsieur, si vous voulez. Laissez-le faire. Laissez-le faire, il se prépare à vous contenter. Et je vous ai déjà dit qu'il était honnête homme. Monsieur, si vous voulez que je vous dise des choses, je crois que c'est monsieur votre cher Antonin qui nous a fait le coup. Qui Valère, lui qui me paraît si fidèle. Lui-même, je crois que c'est lui qui nous a demandé. Et sur quoi le crois-tu? Et sur quoi le crois-tu? Sur quoi? Oui. Je crois sur ce que je le crois. Il est nécessaire. Mais il est nécessaire de dire les indices que vous avez. L'as-tu vu rôder autour du lieu où j'avais mis mon argent? Oui, vraiment. Et où était-il votre argent? Sur le plancher. Justement, je l'ai vu marcher sur le plancher. Et dans quoi est-ce que cet argent était? Une cassette. Voilà l'affaire, je l'ai vu une cassette. Cela s'entend, mais décrivez un peu sur le blanc. C'est une grande cassette. Celle qu'on m'a volée, petite. Oui, effectivement, elle est petite, mais je dis grande, c'est qu'elle contient. Et de quelle couleur est-elle? De quelle couleur? Oui. Elle est là, une certaine couleur. Ne sauriez-vous m'aider? C'est la couleur rouge? Non, brune. Ah voilà, brun rouge, c'est ce que je voulais dire. Écrivez, monsieur, écrivez sa déposition. Oh, ciel, à qui désormais se fier? Le voici qui revient, mais ne lui dites au moins pas que c'est moi qui vous ai indiqué cela. Approche, viens confesser l'action la plus noire, le crime le plus horrible qui n'a jamais été commis. Que voulez-vous, monsieur? Tu ne rougis pas de ton crime? De quel crime voulez-vous donc parler? Mon sang, mes entrailles, mon trésor. Votre sang, monsieur, n'est pas tombé dans de mauvaises mains. Je suis d'une condition sociale à ne lui point faire de pierre. Et il n'y a rien dans tout ceci que je ne puisse bien réparer. Un trésor comme celui-là. C'est un trésor, il est vrai, et le plus précieux que vous ayez sans doute. Mais ce ne sera pas le perdre que de me le laisser. Je vous le demande à genoux, ce trésor plein de charme. Il faut que vous me l'accordiez. Et votre fille, en tout ceci, n'est aucunement coupable. Je le crois bien. C'est encore la chambre. Il serait fort étrange que ma fille trempée dans ce crime. Et je veux que tu m'en confesses l'endroit où tu l'as dérobé, Tu l'as enlevé. où tu l'as enlevé. Moi, je ne l'ai pas enlevé, mais elle est encore chez vous. Oh, mon trésor, il est encore là. Oui, oui, monsieur. Et c'est seulement depuis hier qu'elle a pu se résoudre à nous signer mutuellement une promesse de mariage. Ma fille vous a signé une promesse de mariage? Oui, monsieur, comme de la part, je lui en ai signé une. Oh ciel, autre disgrâce. Ah, ficelade, fille indigne d'un père comme moi, c'est comme ça que tu pratiques mes leçons et tu te laisses prendre d'amour par un voleur infâme? Ah, mon père, prenez des sentiments un peu plus humains, je vous prie. Quel Seigneur, pardon-nous à tout ému. Oh, Seigneur en scène, vous me voyez le plus infortuné de tous les hommes. On m'assassine dans le bien, on m'assassine dans l'honneur. Et voilà un traître, un scélérat, qui s'est coulé chez moi sous le titre de domestique pour me voler mon argent et ma fille. Qui songe à votre argent dont vous me faites une histoire? Oui, ils se sont donné une promesse de mariage. Cet affront vous regarde car il s'agit bien de ma fille que vous devez épouser. Ce n'est pas mon projet de me faire épouser par force. Mon Dieu, le monde aujourd'hui n'est plein de ces imposteurs qui prétendent porter nom illustre. Sachez que je ne suis pas un imposteur et que tout Naples pourrait en témoigner. Prenez garde à ce que vous allez dire. Vous risquez ici plus que vous ne le pensez. Et vous parlez devant un homme à qui tout Naples est connu et qui peut aisément voir clair dans l'histoire que vous ferez. Si Naples vous est connu, vous saviez donc qui était Dom Thomas d'Albercy? Sans doute, je le sais. Et peu de gens l'ont connu mieux que moi. Sachez que c'est lui qui m'a donné le jour. Lui? Oui, en effet. Quoi? Vous osez vous dire fils de Don Thomas d'Albercy? Oui, je l'ose et je suis prêt à soutenir cette vérité contre qui que ce soit. L'audace est merveilleuse. Apprenez pour vous comprendre qu'il y a 7 ans, pour le moins que l'homme dont vous nous parlez est mort en mer avec ses enfants et sa femme en voulant fuir la guerre qui s'approchait de Naples. Oui, mais apprenez pour vous confondre vous que son fils a
âgé de 7 ans avec un domestique fut sauvé de son naufrage par un vaisseau espagnol et que celui sauvé est celui qui vous parle. Et qui d'autre que vous peut témoigner de cette aventure? Le capitaine espagnol, un cachet de rubis qui était à mon père, un bracelet d'agate que ma mère m'avait mis au bras. Hélas, je puis ici répondre moi que vous n'êtes pas un imposteur et que tout ce que vous dites me fait clairement comprendre que vous êtes mon frère. Vous, ma sœur! Oui, ma mère et moi n'avons point trouvé la mort dans ce triste naufrage. Il nous sauvera la vie que par la perte de notre liberté. Les corsaires nous recueillirent et après 10 ans d'esclavage, nous ressortîmes, nous rendîmes notre liberté et nous retournâmes dans Naples où nous trouvâmes tout notre bien pendu sans y pouvoir trouver des nouvelles de notre père. Au ciel, embrassez-moi les enfants. Vous êtes notre père! C'est vous que ma mère a tant pleuré? Oui, ma fille, oui, mon fils. Je suis donc de Marcel Burcy. Que le ciel se va d'une naufrage avec tout l'argent qu'il portait. Et ils ont tous mort durant plus de 16 ans. Se prépara après de longs voyages, en cherchant le mariage, avec une douce et sage personne, la consolation d'une nouvelle famille. Sous le nom d'Anselme, j'ai voulu oublier les changements de cet autre nom qui m'ont causé tant de tourments. C'est là votre fils? Oui. Je vous prends à partie pour me payer 10 000 écus qu'il m'a volés. Lui, vous avez volé? Lui-même. Qui vous dit cela? Maître Jacques. C'est toi qui le dis! Vous voyez que je ne dis rien. Oui, monsieur le commissaire qui a reçu sa déposition. Pouvez-vous me croire capable d'une action si lâche? Capable ou non capable, je veux revoir mon argent. Ne vous tourmentez point, mon père, et n'accusez personne. J'ai découvert des nouvelles de votre affaire, et je viens ici pour vous dire que si vous voulez vous résoudre à me laisser épouser Marianne, votre argent vous sera rendu. Où est-il? Ne vous en mettez pas en peine, il est au lieu dont je réponds, et tout ne dépend que de moi. C'est à vous de me dire à quoi vous vous déterminez, et vous pouvez choisir, ou de me donner Marianne, ou de perdre votre cassette. On n'a tout rien noté? Rien du tout. Vous voyez, si c'est votre projet de souscrire à ce mariage, de joindre le consentement de celui de sa mère, qui lui laisse la liberté de faire un choix entre nous deux. Mais vous ne savez pas que ce n'est pas assez que le consentement d'une mère et que le ciel, avec un cœur que vous voyez, vient de me rendre aussi un père dont vous avez à obtenir ma main. Le ciel, mes enfants, je me redonne point à vous pour être contraire à vos voeux, Seigneur pardon. Vous jugez bien que le choix d'une jeune personne tombera sur le fils plutôt que sur le père. Allons, ne vous faites point dire ce qui n'est pas nécessaire d'entendre et consentez ainsi que moi ce double mariage. Il faut pour me donner le conseil que je revoie ma cassette. Vous la verrez saine et entière. Une fois d'argent à donner en mariage, mais Eh bien, j'en ai pour eux, que cela ne vous inquiète point. oui, pourvu que pour les noces, vous me fassiez faire un habit. Oui, je m'y oblige. Êtes-vous satisfait? Oui, allons jouer de la... Non, d'accord, allons toujours. Non, c'est pas. D'accord, allons dire de l'allégresse pour dire le jour de présent. Et moi, au revoir ma chère cassette. Il n'est pas fini. Bah, Oh là, monsieur. Oh là, monsieur, oh là, tout doucement s'il vous plaît. Mais qui me paiera mes écritures? Que faire de vos écritures? Oui, mais je ne prétends pas, moi, les avoir faites pour moi. Pour votre paiement, voilà un homme que je vous donne à pendre. eh bien, comment faut-il donc faire? On nous donne des coups de bâton pour dire vrai, on ne veut pas pour mentir. Seigneur, pardon, il vous faut pardonner de cette imposture. Vous payerez donc le commissaire? Alors vite faire part de notre joie à votre mère. Et moi, au revoir ma chère cassette. Finalement, vous en avez bien tiré. Oscar Pagon a fait une petite mais bon, visiblement, ils sont très pressés d'aller chanter aussi ce soir parce que ils m'ont sauté un certain nombre de phrases qui fait que les autres avaient du mal à se récupérer, donc on a bien gagné 10 minutes. Largement 10 minutes. Voilà, alors malgré un grand nombre d'accros tout au long, ça s'est plutôt bien passé. Très bien Voilà, passé. c'est ce qu'il y a. Très bien passé. C'est ce qu'il y a à retenir principalement. Moi j'ai retenu que depuis les coulisses, sans vous voir,
Il y en a qui ont vraiment des intonations qui me laissent penser qu'on va se régaler les prochaines années. Il y en a, malgré les années, qui parlent toujours pas assez fort. Et voilà, autrement, même si c'était difficile, si c'était parfois douloureux pour certains d'apprendre leur texte, ils ont beaucoup de mérite. Vous avez remarqué, pour ceux qui ne connaissaient pas parfaitement la pièce de Molière, que le texte est compliqué, et encore on l'a simplifié parce qu'on a aussi s'adresser à leurs copains de l'école la semaine prochaine, donc on a simplifié certaines formules. Ils les ont aussi beaucoup simplifiées eux-mêmes, tout seuls. Ils font assez rigoler parfois parce qu'ils me changent les phrases, voilà, bon, ça... C'est l'improvisation. Sur leurs pattes. On a un certain nombre de liaisons dangereuses aussi. Hein, mais voilà. Ce qui est aussi très satisfaisant, c'est de voir des enfants que moi j'ai connus très timides, très réservés. Et je parle pas de toi. et qui ont eu envie de faire du théâtre et qui se sont vraiment révélés, qui m'ont fait grand plaisir à prendre eux-mêmes du plaisir. Voilà. Donc on va, maintenant c'est sûr, on va progresser. Les 2 prochaines représentations de lundi et mardi seront super devant les copains. Et je pense que samedi après-midi, à la fête de l'école, vous serez au top. Au top, pas loin du top. Voilà. Ça va se faire.